Ben voilà, donc c'est notre dernier cours cette année. Ah là là. Alors je vous avais promis que, je vous avais dit que je parlerais de rente et je vais parler de rente et de concurrence aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, et c'est un débat qui est un débat en progrès, comme je dirais. Enfin, voilà, donc c'est un débat qui n'est pas encore tranché, voilà. Donc en fait, j'avais promis que je parlerais de la rente. En fait, il y a 2 semaines, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Lyon. Et à Lyon, il y avait les journées de l'économie de Lyon, et il y avait une table ronde, on faisait l'ouverture, et j'avais invité notamment Emmanuel Fary, qui est dont j'avais mis son nom sur la première slide en fait, Emmanuel Fary, qui est un prof à Harvard, et on parlait un petit peu, et le sujet c'était qu'est-ce qu'on a appris des 10 dernières années, enfin quelles sont certaines leçons ou certains sujets de recherche qui peuvent être stimulés par l'évolution des 10 dernières années. Et Fary a fait une très bonne intervention sur le thème de la rente. Et donc je vais vous écrire son nom puisque je n'ai pas la slide où j'ai le nom. Je vais vous l'écrire. Et qui est à Harvard. Et donc, en fait, ce que remarquait Emmanuel Fary, c'est qu'effectivement, si vous regardez au cours des 20 dernières années, notamment l'économie américaine, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays développés, il y a ce qu'on appelle un retour de la rente. Mais la rente au sens de Ricardo, de l'économiste Ricardo, qui disait qu'un facteur économique peut être récompensé, quand il est récompensé au-delà de la valeur des ressources mises en œuvre pour sa constitution, on parle de rente ricardienne. Voilà, donc c'est une vieille notion. Et ce que note, disons, à ce niveau de généralité, voilà, c'est pas... Et ce que note, en fait, Fary, c'est que si on regarde sur les 20 dernières années, on voit, en fait, une augmentation en tendance de la rente. Voilà. Et donc, on veut essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie, quoi, qu'est-ce que ça reflète, comment ça contribue aux inégalités, à la dynamique des inégalités, quelle est la cause ou les causes de cette augmentation de la rente ricardienne, hein, et quelles sont les implications de politique économique. Donc, en gros, c'est ça un peu le sujet, vous voyez. Et en fait, aujourd'hui, il y a une conférence, je crois, à Bercy sur technologie et inégalité. Ben voilà, ici, vous aurez, je pense, quelque chose de moins aussi intéressant que là-bas. Alors, augmentation de la concentration dans la majorité des industries au cours des 20 dernières années. Donc déjà, un premier signe, si vous voulez que... Et donc, en gros, il y a des gens qui pensent que c'est surtout, eh bien, le pouvoir de monopole qui a augmenté. Donc, il y a un peu 2 visions. Une première vision, c'est que c'est des pouvoirs de monopole qui ont augmenté, des barrières à l'entrée, voilà, des rentes de situation. Et l'autre vision, c'est que c'est bien des rentes dues peut-être aussi en partie à l'innovation. Si j'innove et que je fais un produit meilleur que les autres, ben, j'ai une rente de l'innovation. Et donc, si vous voulez, il va y avoir maintenant le débat de plus en plus entre ceux qui pensent que la rente, c'est exclusivement ou quasi exclusivement de la rente de situation, et ceux qui pensent qu'en partie au moins, cette rente est une rente de l'innovation. Et ça, c'est dans tous les débats. Et vous voyez ça en France, c'est-à-dire tout le débat porte là-dessus, quoi. Est-ce que les rentes, c'est purement des rentes de rente au sens vieux du terme, ou est-ce que c'est aussi la rente de l'innovation? Alors, ceux qui veulent dire que c'est la rente de monopole, disent, regardez, un premier indice qui nous ferait pencher vers la rente de monopole, c'est que si vous regardez la concentration dans les industries, aux États-Unis notamment, mais c'est vrai ailleurs, dans les 20 dernières années et son évolution, eh bien, vous voyez que, par exemple, eh bien, vous avez le secteur des technologies de l'information, et là, avec l'apparition des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et il y a aussi maintenant, et puis évidemment Microsoft, les GAFAM, eh bien, ils mangent pratiquement tout le marché, quoi. Voilà, donc on dit, voyez, donc voilà, là, on voit bien que vous avez une concentration qui est très grande. Par exemple, un exemple que donne Fary, le pourcentage d'industries où les 4 plus grosses entreprises contrôlent... Oh là là, là j'ai un problème avec mon... Ça va là, le micro? C'est bon? D'accord. Le pourcentage d'industries où les 4 plus grosses entreprises contrôlent plus du 30% du marché
a augmenté de 30 à 40%. Donc, si vous voulez, il y a de plus en plus d'industries où vous avez les 4 plus grosses qui contrôlent plus de 30% du marché. Donc, vous voyez, là encore un indice. Il donne d'autres exemples à Lyon. Il dit, voilà, dans le secteur du commerce grand public, la part des 50 plus grosses entreprises a augmenté de 10%. Dans la finance, encore plus, la part des 10 plus grandes banques dans les prêts aux particuliers et aux entreprises a augmenté de 30 à 50% au cours des 20 dernières années. Donc on voit à peu près dans la plupart des secteurs cette augmentation de la concentration. Et donc il y a certains qui disent, ben voyez, c'est les monopoles qui reviennent, quoi. Hein, on oublie les antitrusts, quoi. Voilà, en gros, il y avait à une époque politique de la concurrence, et on oublie ça, et maintenant, c'est le retour des monopoles. D'accord ? Et alors là, c'est tiré d'un travail effectué par des auteurs. J'ai mis les slides, donc vous aurez les transparents également attachés à ce cours, mais c'est un travail fait par l'économiste auteur Katz, Van Rienen, et alors le quatrième, j'ai oublié qui c'est, mais plus un. Ouais, il ne va pas être très content parce que les cours sont filmés, donc il ne va pas être très content. Pardon ? Dorn, c'est ça. Voilà, absolument. Et je crois qu'il y en a un cinquième, du coup. Je crois qu'il y a un cinquième larron. Je crois qu'il y a un cinquième. C'est pas grave, on le découvrira plus tard. OK. Donc en fait, on voit que si vous voulez, alors le C4, qu'est-ce que c'est le CR4 ? C'est la part des ventes par les plus grosses entreprises dans le secteur. Vous voyez, le CR4. Et le CR20, c'est la part des ventes par les 20 plus grosses entreprises. D'accord ? Donc, vous preniez le CR4 ou le CR20. Donc, ça, c'est le CR4 par rapport aux ventes. Et ça, c'est le CR4, les 4 plus grosses entreprises en termes de part dans l'emploi. D'accord ? Et on voit que qu'on prenne l'un à l'autre, surtout si on prend les ventes, on voit, c'est pas moins l'emploi, mais si on voit les ventes, on voit que la concentration en termes de ventes a beaucoup augmenté depuis au cours surtout des 20 dernières années. Voilà, des 20 ou 30 dernières années. Vous voyez vraiment ces courbes ascendantes. Et surtout pour le CR4 qui a beaucoup augmenté. Moins pour l'emploi, c'est très intéressant. Ça veut dire que déjà on voit quelque chose d'intéressant, c'est que les firmes qui sont grosses, elles sont grosses en termes de volume, de part des ventes, mais pas tellement en termes d'emploi. Elles n'emploient pas tellement en fait. D'accord ? Et on voit en fait qu'il y aura une baisse de la part du travail dans la valeur ajoutée, dans la dernière période. D'accord ? Donc je reviens à ça. Mais c'est simplement pour vous montrer que la concentration augmente. Ça, c'est dans le secteur manufacturier. D'accord ? Et là, c'est dans le secteur financier. Et dans le secteur financier, alors là, c'est encore plus criant, quoi. On voit vraiment une augmentation de la concentration. Là, on la voit également en termes d'emploi, toujours un peu plus en termes de vente, mais on voit également une augmentation de la concentration en termes d'emploi. Voilà. Il regarde d'autres secteurs, le secteur des services, le secteur des transports et des voilà, ce qu'on appelle les utilities. Hein. Donc, on voit que c'est à peu près général, quoi. Et dans le commerce de détail, dans le commerce de gros, vous voyez, dans le commerce de détail aussi, on voit une concentration. Évidemment, il y a Walmart qui apparaît, il y a tous ces acteurs. Évidemment, ça augmente beaucoup la concentration dans le commerce de services aux États-Unis. D'accord ? Donc, finalement, au total, on observe une nette, j'avais mis au total ici, une nette tendance à la hausse de la concentration, une tendance beaucoup plus forte quand on mesure la concentration par les ventes, en termes de ventes plutôt qu'en termes d'emploi. Et ce deuxième point suggère que les entreprises, eh bien, celles qui ont concentré une part importante du marché, l'ont fait sans nécessairement que ça se traduise par le fait qu'elles emploient beaucoup plus. Donc c'est intéressant parce que ces entreprises vont réaliser des rentes, mais elles ne vont pas augmenter l'emploi tellement. Donc elles vont contribuer à l'augmentation de la rente par rapport à la rémunération du travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, déjà, des choses à garder en tête. D'accord ? On appelle ça scale without mass, c'est-à-dire on grandit, mais sans avoir une masse de travailleurs avec. Voilà, on grandit en termes d'importance. Donc déjà, les gens qui pensent que c'est disons que c'est le monopole qui est important, ils disent, vous voyez, premier indice que le pouvoir de monopole a augmenté, la concentration a augmenté. C'est le premier argument qu'ils donnent, d'accord ? Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Deuxième argument en faveur de ceux qui disent le retour des rentes de situation et de monopole, l'augmentation de la part du capital dans le revenu a augmenté au détriment du travail. Et en particulier
la part de... Donc en fait, c'est la part du travail qui passe de 65 à 58. Ce n'est pas celle du capital, sinon ça ne voudrait rien dire. La part du travail diminue, d'accord? Et donc, alors, et en plus, c'est essentiellement lié, en partie lié, disons, au secteur immobilier, qui est plus intense en capital, d'accord? Et dont la taille relative s'est accrue, et dont la part du capital a augmenté. Donc on dit, vous voyez, regardez, c'est des monopoles, ça se traduit surtout par une augmentation de la rente immobilière. Vous voyez, il n'y a rien d'innovant là-dedans. En gros, c'est ça l'argument, hein. Je continue. Je fais l'avocat de ce côté-là. Après, je vais prendre l'avocat, je vais être l'avocat de l'autre côté. Et après, on va être au milieu, d'accord? Plus ou moins. Vous ferez votre opinion, voilà. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Alors, si on veut regarder la part du travail dans la valeur ajoutée, vous voyez différents pays, le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, et vous voyez que la part du travail baisse. Alors vous allez me dire, mais vous êtes quand même un monsieur contradictoire. La dernière fois, nous vous avez parlé des faits de Caldor, et maintenant vous nous montrez quelque chose qui n'est plus les faits de Caldor. Ben ça veut dire que sur les 20 dernières années, Caldor, c'est moins vrai, quoi. Voilà. Ça a été vrai pendant très longtemps, mais il semble que récemment, que dans la dernière période, en tout cas dans ces pays-là, eh bien, la part de travail dans la valeur ajoutée est baissée, d'accord, alors qu'elle a été relativement constante pendant très longtemps. Voilà. Donc, si vous voulez, là, ils disent, à nouveau, vous voyez, c'est le capital qui arrive, et puis c'est beaucoup de l'immobilier, et vous voyez, donc tout ça, ça va dans le sens de la rente de situation, d'accord? Et en plus, ils me diront, c'est les personnes qui vont dans ce sens, là je reprends Fary, hein, le taux de retour sur le capital est stable autour de 8%, aux États-Unis, alors que les taux d'intérêt sans risque ont baissé de 5% à moins 2 sur les 20 dernières années. Alors voilà, alors est-ce que c'est parce que la rémunération du capital tient compte de la prime de risque, ou est-ce que c'est à nouveau qu'il y a des rentes de monopole? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et pas seulement en moyenne, le taux de rendement sur le capital a augmenté, est resté très élevé, disons qu'elle est restée stable, je veux dire, très bien au-dessus du taux d'intérêt, mais il y a eu une augmentation dans la dispersion des taux de rendement du capital. Par rapport au médian, le premier décile, qui est typiquement celui des secteurs de technologie de l'information, eh bien les rendements du capital dans ce secteur aux États-Unis ont augmenté d'un facteur de 2 à un facteur de 5. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a eu les superstars, il y a les secteurs et les firmes superstars, et les superstars se ramassent le gros des rendements. D'accord? Donc il y a cette idée où vous voyez, les gros deviennent plus gros, les rendements augmentent, c'est au détriment du travail, etc. D'accord? Vous voyez l'argument un petit peu? D'accord. Je continue. Qu'est-ce que disent encore ceux qui disent c'est vraiment les rentes? Ils disent, et là je reprends Fary à nouveau, il y a augmentation des inégalités de salaire, mais les inégalités de salaire, c'est surtout entre entreprises plutôt qu'au sein des entreprises. Donc, à nouveau, il y a cette idée, en fait, le gros des augmentations d'égalité de salaire, c'est qu'il y a les gros, ceux qui deviennent gros, qui prennent les grosses rentes et ils les partagent avec tout le monde dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et que l'inégalité, ce n'est pas tellement au sein de l'entreprise, c'est qu'il y a les entreprises qui ramassent le gros du gâteau et après le gâteau, on se le partage. Vous voyez? Et là, il y a eu un travail tout à fait intéressant. À nouveau, je vais oublier des co-auteurs là-dedans, mais ce n'est pas grave. Vous avez les transparents. Donc, c'est Bloom. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai Bloom et al. J'ai Van Reenen là-dedans? Song. J'ai Bloom, Song. Et je ne sais pas. Et voilà. Donc, ça, c'est. Voilà. J'ai oublié le nom des autres auteurs. Donc, et c'est un papier donc, de 2017. Et de toute façon, le papier va être mis sur la référence va être mise et il avait les transparents qui détaillent le travail de Bloom et al. Donc en fait, voilà, Bloom et al, là j'ai mis 2016, mais je crois que ça a dû paraître en 2017, ils utilisent 3 manières de regarder les inégalités intra-firme versus inter-firme. Donc, une première manière, c'est de dire, voilà, les salaires, il y a ce qu'on appelle une variance des salaires, vous voyez? Il y a la variance des salaires. L'écart, voilà, c'est à quel point, quand tous les salaires sont égaux, il y a la variance, c'est 0. Et puis, à partir du moment où les salaires sont dispersés, il y a ce qu'on appelle la variance. La variance, c'est une mesure de la dispersion des salaires. Et on regarde comment on la décompose en ce qui est la dispersion à l'intérieur des firmes et entre firmes. Et on essaie de voir comment les dispersions ont changé, d'accord ? La deuxième manière, c'est de regarder le top 1%, par exemple,
et de voir comment, eh bien, est-ce que c'est le top 1% intra-firme ou interfirme. Et la dernière, c'est de regarder l'évolution de la distribution des revenus dans son ensemble. Alors, je vais déjà regarder la variance. Alors, vous voyez, je décompose dans les années, voilà, c'est aux États-Unis, les années de 80 à 2010, et puis on regarde la variance du log du salaire, voilà, c'est-à-dire la dispersion des salaires, en gros, d'accord? Et vous voyez, en dessous, vous avez ici entre firmes, vous avez ici à l'intérieur des firmes, et là, c'est le total. Alors, c'est vrai qu'à n'importe quel moment, en niveau, la dispersion à l'intérieur des firmes est plus grande que la dispersion entre firmes. Mais ce que nous, on regarde, c'est la tendance. Et ce qui est important, c'est que la pente de cette courbe est plus pentue que celle-là. D'ailleurs, là, c'est une piste verte et là, une piste rouge. Il faut être du ski, là, vous voyez, les couleurs sont bien choisies. Voilà. Donc, vous voyez que, en fait, déjà, vous regardez que la variance a augmenté au total, mais surtout parce que c'est la variance entre firmes qui a augmenté. Vous voyez, c'est les inégalités de salaire entre firmes qui sont surtout responsables de l'augmentation globale des inégalités de salaire. Vous voyez, ça c'est une chose intéressante. Donc ça donne l'idée qu'il y a les superstars firmes et les firmes qui ne sont pas superstars. Voilà. Et vous voyez, l'évolution de la variance plus 0,19 est majoritairement due aux différences interfirmes, plus 0,13, qu'aux différences intrafirmes, plus 0,06. Vous voyez ? Et en fait, au total, en suivant cette première décomposition, l'effet interfirme explique 69% de la hausse des inégalités salariales. C'est-à-dire que donc, depuis 30 ans, eh bien, 69% des inégalités salariales, c'est des inégalités entre firmes. Donc ça va toujours dans le sens de dire, bah, vous voyez, en gros, il y a les firmes qui prennent le gros du gâteau, alors elles donnent à tout le monde, en fait, et puis il y a les autres firmes qui, elles, se font plutôt avoir par les autres et qui, elles, ne peuvent pas donner grand-chose. Voilà. Donc, il y a une autre manière qu'ils utilisent, Bloom et al., pour regarder cette espèce d'inégalité intra-firme versus interfirme, c'est de regarder l'évolution des revenus salariaux du top tout en haut de la distribution des revenus. Alors, comment ils font? Ils regardent, alors par exemple, regardons le 99e percentile, c'est-à-dire le top 1%. Et vous voyez que, si vous voulez, la part du top 1%, globalement, on le sait, a augmenté depuis 30 ans. Ça, je vous l'ai montré 10 000 fois. Donc ça, on sait que, globalement, la part du top 1% a augmenté. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle part est à l'intérieur des firmes ou entre firmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, c'est ce que font Bloom et al. Et alors, évidemment, on voit que tous les quintiles au-dessus d'un certain truc on augmente, mais évidemment, le top 1% augmente plus que le top 10%, vous voyez, et qui augmente plus que le top 50% qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on va regarder, on regarde pour chaque individu chaque individu qui est dans le top 1%, on regarde la moyenne des salaires des gens dans sa boîte à chaque moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit qu'en fait, c'est très semblable à cette courbe. Vous voyez, ceux qui sont dans le top 1%, eh bien, si vous prenez la moyenne des gens qui ne sont pas eux-mêmes mais qui sont dans la même boîte, aussi ces revenus-là ont augmenté. Vous voyez? Et en fait, si je regarde, vous voyez, donc ça c'est les individus, ça c'est ce qui se passe dans leur boîte, c'est l'évolution des salaires des top 1%, vous voyez, dans la boîte. Donc je prends un top 1%, je regarde la moyenne des gens qui travaillent dans sa boîte, je crois qu'il inclut tout le monde d'ailleurs. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que si je fais la différence des deux, eh bien on ne voit pas de différence. Vous voyez, ça c'est la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien l'évolution salariale des individus du top 1%, par rapport à celle de leurs collègues en moyenne, eh bien on ne voit pas vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vraiment interfirme, c'est entre firmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je représente ma firme. Je peux regarder moi ou je peux regarder tous les autres dans ma firme et en gros, ça me donne un peu la même évolution. Voilà, vous voyez? Alors maintenant, il y a une autre manière, c'est l'évolution de la distribution. Alors ce que je fais là, c'est la chose suivante. Je regarde, je dis voilà, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je regarde à chaque endroit j'ai une distribution, donc je suis tout en bas et tout en haut, d'accord? Donc là, je divise la distribution des revenus en pourcentage, vous voyez, le premier percentile, le deuxième centile, le troisième centile, en centiles, si vous voulez, et je regarde, si vous voulez, le revenu. Donc je regarde le revenu en centiles, par exemple le centile le plus bas, quel était le revenu
du centile le plus bas, en moyenne, en 1981, mais évidemment en équivalent dollar 2013, d'accord? Pour que je compare des comparables. Et je regarde ensuite comment, donc probablement son revenu va augmenter. Donc je vois, je sais quel est son revenu en 1981, et je regarde comment son revenu va évoluer en 2013, vous voyez? Et donc j'aurai son revenu. Donc je regarde par exemple pour le premier décile, je vois son revenu moyen, le revenu moyen du premier décile en 81, celui en 2013, je fais la différence et ça me donne de combien le revenu du premier décile a augmenté. D'accord? Et je fais ça pour tous les déciles. D'accord? Et on voit la chose suivante, c'est que, regardez, ça c'est la différence du revenu de premier décile en 80, du revenu en 2013 moins le revenu en 81, d'accord? Donc évidemment, quand on est tout en bas, eh bien, ça n'a pas beaucoup augmenté, pratiquement pas, entre 1980 et 2013, en équivalent 2013, mais vous voyez que plus on est en haut de la distribution, plus son revenu, plus on était en haut en 1981, plus on a pris l'ascenseur, quoi. D'accord? Ça, on le voit. C'est une autre manière de dire que la part du top a augmenté par rapport au reste, d'accord? Maintenant, ce que je fais, c'est qu'au lieu de faire ça individuellement, je fais ça en termes de firme. Je dis, prenez un individu dans le premier décile. Quel était le revenu moyen des gens dans sa firme en 1981? Quel est le revenu moyen en 2013 du premier décile? En prenant que les revenus pour chaque individu. Dans le premier décile, je ne regarde pas leur salaire, je regarde le salaire moyen des gens qui travaillent dans la même boîte, d'accord? Et eh bien, ça fait une courbe qui est pratiquement la même. Et vous voyez, donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, l'augmentation des inégalités au top qui est reflétée par la croissance de cette courbe, en fait, on ne peut pratiquement pas distinguer la courbe qui est construite directement par les individus ou la courbe qui est construite en prenant pour l'individu quel était le salaire moyen des gens dans sa boîte. Voilà. Et donc, on voit que ça suggère encore que la dimension interfirme est très importante. Vous voyez comment ça marche? D'accord? Conclusion de cette partie. Eh bien, essentiellement, l'augmentation des inégalités de salaire aux États-Unis dans les 30 dernières années, c'est interfirme plutôt qu'intrafirme. D'accord? Et en fait, on peut montrer que 2/3 de la hausse des inégalités salariales est liée à un effet interfirme et 1/3 est lié à un effet intrafirme. En particulier, l'effet intrafirme est plus gros dans les grands groupes, mais je ne vais pas parler pourquoi, c'est autre chose. Donc ça, à nouveau, les gens disent, ben voilà, vous voyez, ça va dans le sens de dire, eh bien, même pour l'inégalité, qu'est-ce qui compte? Finalement, on veut s'attaquer aux inégalités, eh bien, il faut s'attaquer aux rentes des très gros. Puisque les inégalités viennent surtout des différences entre les firmes qui réussissent et les firmes qui ne réussissent pas, il faut redistribuer des firmes qui réussissent vers les firmes qui ne réussissent pas, puisque c'est interfirme. D'accord? Avec cette idée que les interfirmes, eh bien, peut-être qu'elles abusent de pouvoir de monopole, les firmes qui réussissent bien. Et donc, il faut lutter contre ça. Je ne sais pas, voilà. En tout cas, c'est intéressant. Ça va dans le sens de dire pouvoir de monopole. Alors, il y a un autre argument qui est donné en faveur de dire c'est un pouvoir de monopole. C'est de dire que, en fait, eh bien, le dynamisme a décru. Voilà. C'est de dire, voilà, je vais vous prouver que le pouvoir de monopole a augmenté en vous montrant que l'entrée de nouvelles firmes a été réduite. Voilà. Le pourcentage des emplois présents dans les entreprises de moins de 5 ans a décliné de 20 à 10% au cours des 20 dernières années aux États-Unis. Le taux d'entrée des nouvelles entreprises aurait décliné de 14 à 8. Et donc, on dit, ben, voyez, regardez, il y a un déclin du dynamisme. Il y a moins d'entrées, il y a moins de sorties. Et donc, on voit bien que le pouvoir de monopole a augmenté. Voilà. Et vous voyez, par exemple, ici, on regarde du côté gauche, on regarde, eh bien, on regarde le taux de création de start-up dans le secteur privé non agricole et on voit son évolution de 80 à 2011 et on voit que le taux de création de nouvelles start-up a baissé. Et à droite, on regarde la part des emplois dans les firmes de moins de 5 ans, non, les jeunes firmes. Et on voit que cette part a également baissé. D'accord? Donc on se dit, à nouveau, vous voyez, un autre indice que le pouvoir de monopole a augmenté, c'est qu'il y a moins d'entrées, il y a moins de sorties, et que les jeunes, c'est de moins en moins important. D'accord?
je mets tous les arguments du côté monopole, 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 monopole. Hein, là, c'est le procureur qui parle. Hein. Après, il y a l'avocat de la défense qui va parler, d'accord? Je ne sais pas que je défends ou procureur, je ne sais pas. Je suis des deux côtés, il n'y a pas de... Voilà, donc, alors, question... Alors, donc, on a tous ces éléments, d'accord? La concentration a augmenté, la part du capital dans la valeur ajoutée a augmenté au détriment du travail. Les inégalités de salaire ont augmenté surtout entre firmes plutôt qu'à l'intérieur des firmes, ce qui veut dire que c'est les gros, c'est les firmes qui réussissent très bien, qui réussissent et qui partagent les rentes avec les autres dans la firme, mais au détriment des autres. Et finalement, le dynamisme a décru, c'est-à-dire moins d'entrées, moins de sorties, et donc moins de jeunes, et voilà, etc. Donc tout ça, ça va dans le sens de dire, eh bien peut-être il y a, notamment aux États-Unis, un problème d'augmentation de la rente de monopole, mais de mauvaise rente de monopole. Et d'ailleurs, la question s'est posée, c'est-à-dire qu'ils disent, bon d'abord, donc ils disent, eux disent c'est rente de monopole, est-ce que c'est vrai? D'accord? Et puis évidemment, après il y a les questions qui se posent. Par exemple, si c'est vrai, alors est-ce que par exemple ça explique vous savez, il y avait toujours le problème de la stagnation séculaire, d'expliquer, vous avez essayé de vous convaincre qu'il n'y a pas de stagnation séculaire parce qu'on ne sait pas mesurer la croissance comme il faut, mais baisse séculaire il y a eu, et une explication possible pour la baisse séculaire, c'est que le pouvoir de monopole a augmenté. Il y a moins de dynamisme, quoi. Vous voyez, ils sont devenus gros. Il y avait une époque, il y avait antitrust aux États-Unis, et puis après, l'antitrust, il y en a de moins en moins. Maintenant, voilà, on dit maintenant que de moins en moins, et que ça, du coup, ça fait que les gens en place s'endorment sur leur laurier, moins sujets à la concurrence, et que ça endort l'économie. Il y a des gens qui pensent que c'est ça. Ils pensent qu'une des explications de la baisse de la croissance de la productivité aux États-Unis, c'est le fait que, eh bien, on a des gros éléphants qui grandissent au détriment des autres et qui empêchent le dynamisme, et qui bloquent le dynamisme. D'accord? Donc, c'est une question importante. Et en plus, ça augmente les inégalités. Donc on dit, voilà, les monopoles, c'est vraiment pas bon. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, il y a des gros monopoles qui grossissent. Ils entravent la croissance parce qu'ils empêchent l'entrée de nouveaux plus dynamiques. Et en plus, ils exacerbent les inégalités puisqu'on a vu que l'augmentation des inégalités, c'est surtout celle entre firmes, entre les grosses firmes et les petites firmes, quoi, entre celles qui ont réussi et celles qui ne réussissent pas. D'accord? Donc, on dit, voilà, il y a un gros problème aux États-Unis qu'en fait, il y a un lien entre l'augmentation des inégalités et la stagnation séculaire. Les deux ont à voir avec les gros éléphants qui inhibent les petits, qui inhibent l'arrivée des nouveaux. D'accord? Ça, c'est une vision. Et je pense qu'il y a sûrement du vrai là-dedans. D'accord? Alors maintenant, je vais me faire l'avocat de l'autre côté. Et après, vous ferez votre opinion. Et c'est ouvert, en fait. Moi, la vérité, je pense qu'il y a des deux. Voilà, je suis assez centriste dans l'affaire. Là, j'ai mis tout du côté rente de monopole, rente de situation, pas d'innovateur. Maintenant, je vais dire, il y a un truc qui s'appelle l'innovation. D'accord? Donc, je reprends mon souffle, il est 14h30, je vais boire un peu d'eau, et maintenant, je vais me transformer en avocat. De l'autre partie, je suis avocat des deux, il y a deux avocats. Ah, l'eau, c'est merveilleux. Rien fait de mieux. Voilà. OK. Alors donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, je vais commencer à faire mon plaidoyer de l'autre côté. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est de dire, ben voilà, d'abord, est-ce que ça suffit de... je ne vais pas dire c'est forcément l'innovation, mais je vais mettre un peu de doute sur ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Ce que je vous ai montré était parfaitement juste. La question, c'est quelle conclusion en tirer? Et je vais procéder point par point, et de la manière suivante. Donc, je vais commencer par vous dire, ben, d'abord, il y avait l'argument de la concentration. Mais je vais dire, ce n'est pas forcément moins de concurrence. La concentration ne veut pas forcément dire plus de monopole. Le monopole vous donne de la concentration, mais on peut avoir de la concentration sans monopole. Donc, je vais d'abord essayer de vous faire cet argument-là. D'accord? Ça va être mon premier élément. Je vais prendre donc point par point tous les arguments qui étaient de l'autre côté. Et je vais maintenant dire, écoutez-moi, ça ne me suffit pas comme argumentation. Première argumentation que vous aviez, c'est que la concentration augmentait. Mais je dis, oui, mais ça ne veut pas dire moins de concurrence. Deuxièmement, c'est vrai que vous avez un certain nombre de rentes, notamment immobilières, mais elles sont souvent adossées aux rentes d'innovation. Et ça, je vais vous en parler. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais il y a des rentes de situation qui s'adossent aux rentes d'innovation. Et je vais parler de ce phénomène.
Alors ensuite, j'ai parlé des inégalités de salaire interfirmes, mais je vais essayer de montrer qu'elles sont en partie liées à l'innovation, ces inégalités interfirmes. Ce n'est pas uniquement des rangs de monopole de situation, c'est aussi lié à l'innovation. Et puis, je vais essayer de dire, ben oui, vous avez mesuré le dynamisme par l'entrée des firmes, mais on pourrait regarder ça par l'entrée des établissements, et à ce moment-là, on voit que le dynamisme n'a pas décru, et en fait, l'innovation a augmenté. Donc, vous êtes allé un peu rapidement pour dire qu'il y avait un déclin du dynamisme aux États-Unis, d'accord? Donc, je vais essayer d'argumenter sur ces points-là, d'accord? Donc, on y va un par un, on reprend notre souffle, et on commence. Alors, la concentration, eh bien, je vais... oui, là, j'avais fait, supposons, j'avais déjà quand même corrigé cette salle. Supposons la chose suivante. Supposez une ville, donc c'est l'argument de la concentration-concurrence. Concentration-concurrence. Alors, je vais dessiner une ville circulaire. Vous voyez, j'ai une ville circulaire. Et je vais supposer dans cette ville qu'il y a deux firmes, la firme A et la firme B. OK? Et je vais supposer que les gens sont, que les consommateurs sont placés uniformément dans cette ville. Vous voyez, ils habitent des maisons comme... C'est une rue. Supposez que vous avez une grande rue circulaire, vous avez simplement les boulevards des Maréchaux, d'accord? Supposez que Paris, c'est uniquement le boulevard des Maréchaux, d'accord? Et donc, chacun habite. Donc, vous habitez là, moi j'habite là, etc. Je peux aller faire mes achats là ou là, d'accord? Donc, j'ai un espèce de... On appelle ça un duopole. Il y a deux points de vente, deux producteurs. Et les gens sont là. Alors, évidemment, je peux choisir entre aller là et aller là. Alors, qu'est-ce que je vais regarder quand je dois choisir entre aller faire mes courses ici ou faire mes courses là? Je vais regarder le prix que A, le prix par unité chez A, je vais regarder le prix chez B, mais ça ne suffit pas, parce que là, il y a une certaine distance, vous voyez, qui est là, et qui est une distance D A, et que je multiplie par un coût transporté, et là, j'ai la distance DB que je multiplie par le T. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vais regarder, moi, c'est le P plus T fois D. Donc D, c'est la distance, T, c'est le prix au kilomètre, d'accord? Hein, vous n'endormez pas, restez avec moi, là, je ne veux pas vous perdre. Donc, en gros, moi, j'avais des profs, là, ils jetaient des craies. Vous n'avez jamais eu ça dans votre enfance? Mais là, à 400 personnes, c'est un peu difficile. Donc, en fait, moi, je compare mon prix total, c'est-à-dire, je dis, il y a le prix que je vais payer quand je vais arriver là-bas, mais moi, il faut que j'y arrive. Le temps, ça peut être simplement un coût, simplement chaque kilomètre coût de temps, ou ça peut être le temps d'arriver, et le temps, c'est de l'argent, d'accord? Donc, vous avez du temps. Donc, voilà. Donc, et d'une certaine manière, donc voilà. Et maintenant, je vais supposer que la concurrence augmente. Qu'est-ce que ça veut dire que la concurrence augmente? Je vais réduire le coût de transport. Réduire le coût de transport, c'est une manière de dire la concurrence augmente. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un est tout près de B, normalement, il aurait dû être dans la sphère de B. Mais si le coût de transport est 0, bah, il peut s'intéresser à A également. Vous comprenez? Si je réduis le coût de transport, j'augmente la concurrence. Bah, c'est comme si vous habitez dans un village et vous avez juste une épicerie, et puis soudain, vous avez un moyen de transport immédiat qui vous amène dans le village d'à côté, bah, la concurrence a augmenté. Hein, si d'un coup, vous allez plus vite dans le village d'à côté. Bah, c'est ça que je regarde. Donc, si vous voulez... donc, je regarde l'augmentation de la concurrence et je me demande qu'est-ce que ça va donner. Et mon argument, et je peux le dire en mots, c'est la chose suivante. Supposons que dans les deux firmes, il y en a une qui soit meilleure. Supposons que la firme A a des coûts de production plus petits que la firme B. C, c'est les coûts de production. Supposons que A soit plus efficace. D'accord? Eh bien, si je réduis les coûts de transport, A va concentrer beaucoup plus du marché. Vous comprenez ça? Parce qu'il va pouvoir faire des prix plus bas, et les prix plus bas que va faire A va amener beaucoup plus de gens quand les coûts de transport vont être plus faibles. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que quand j'augmente la concurrence, eh bien, à l'arrivée, vous observerez plus de concentration des ventes avec le plus efficace des deux. Vous voyez où je veux aller? Vous voyez mon point? Et comment l'innovation est derrière? Pourquoi j'ai des coûts plus bas que l'autre? Parce que j'ai innové et l'autre pas, quoi. Ou moins. Et donc, si vous voulez, la concentration,
eh bien, la concentration, donc c'est ce que j'ai fait là, hein, donc j'ai dit une augmentation de la concurrence correspond à une baisse des coûts de transport sur la ligne séquence. Supposons qu'un des firmes est plus efficace que l'autre, la A est plus efficace que B, au sens où ses coûts unitaires de production sont inférieurs, c'est ce que j'ai marqué là, eh bien davantage de concurrence va résulter en un degré de concentration plus grand en faveur de la firme A, qui est la plus efficace. Donc c'est-à-dire quand vous observez une concentration sur un marché, ça ne veut pas forcément dire plus de monopole. Ça peut vouloir dire plus de concurrence et l'un des deux était meilleur parce qu'il avait innové et l'autre pas. D'accord? Donc on ne peut pas simplement dire j'observe de la concentration, donc c'est des rentes de situation. C'est pas vrai. La concentration peut très bien refléter le fait que l'un soit meilleur que l'autre et qu'il y a au contraire plus de concurrence entre les deux. D'accord? Donc là déjà, vous voyez, donc c'est important de donner ces arguments. Parce que vous voyez ce qui s'est passé, c'est quand mon ami Fary, il a fait sa présentation, tout de suite, il y a un journaliste, très respectable, qui est allé en disant, il faut absolument ce papier, ça y est, on a l'argument, on tient le truc. Je dis, oh, bon, voilà. En fait, je dis, bon, c'est très bien, mais il faut quand même être au courant de ça. Voilà, donc ça, c'est le premier point que je voulais faire, d'accord? Voilà, donc ça, maintenant, je vais... voilà, donc ça c'est la première chose. Alors maintenant, je veux regarder les rentes d'innovation. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là, c'était mal mis, ça devait être après, mais ça, bon, ça je vais regarder ensuite. Alors ensuite, je vais regarder rente, donc je viens à l'idée que ça peut être de l'innovation, et qu'en fait, la concentration, et les rentes liées à la concentration, c'est peut-être pas forcément de la rente où j'ai mis des barrières à l'entrée, c'est peut-être des rentes liées à l'innovation. Et ce qui me permet de penser ça, c'est que, en fait, eh bien, on sait qu'il y a eu augmentation de la part du top 1%. Je vous l'ai montré cette courbe, on avait fait le cours avant. Il y a eu augmentation sur les 30 dernières années de la part du top 1% dans le revenu total et dans le revenu national des États-Unis, mais c'est vrai pour d'autres pays. Et en même temps, les brevets ont augmenté. La courbe gris clair, c'est l'innovation mesurée par les brevets. Les brevets avec les citations. Donc on voit que, effectivement, on a vu que, eh bien, peut-être que ça a à voir l'augmentation de l'innovation avec l'augmentation de la part du top 1%. Donc, si vous voulez, on est quand même dans l'idée, l'innovation, elle est quand même là, elle pointe du nez. Et ce qu'on avait vu également, c'est que si je regarde la relation entre le degré d'innovation dans un État américain à un moment donné et la part du top 1% dans cet État, eh bien, on voit une relation très fortement positive entre l'innovation, entre l'importance de l'innovation et la part du top 1%. Vous voyez, donc, vous voyez mon argument qui dit, ben, la concentration, ça peut être lié à de l'innovation, et on sait que l'innovation a directement à voir avec la part du top. Ce n'est pas la seule source d'augmentation du top 1%, mais c'est une des sources, revient, vous voyez. Donc, il faut que, voilà, et donc, avec des implications qu'on a vues tout à l'heure. D'accord? Alors maintenant, toutes les rentes ne sont pas des rentes d'innovation. Il y a des rentes de situation liées à l'innovation. Et là, il y a des travaux, c'est ce que j'appelle les rentes adossées. Et les rentes adossées, donc là, vous avez un travail de mon collègue David Emous, et de collaborateurs à lui, mais que je n'ai pas le... Et donc, je vous donne son nom à lui, simplement. Mais de toute façon, ça, tout le papier et les slides sont mis en détail. Vous pourrez voir le détail des transparents sur le site. Donc, je mets et al. Pour le moment. Et c'est un travail tout à fait récent. David Emous, c'était mon étudiant à Harvard, il est maintenant à Zurich, d'accord? Et qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre une chose de très intéressant, c'est que là, je passe un peu avec l'anglais, ils disent que finalement, l'inégalité, par exemple, des CEO, des directeurs d'entreprise, etc., eh bien, se traduit en partie en inégalité d'autres professions, comme les docteurs, que de gens qui sont présents. Parce que typiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous faites la Silicon Valley, eh bien dans la Silicon Valley, les gens qui travaillent dans la Silicon Valley, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin d'agents immobiliers, ils ont besoin de plein de choses, vous comprenez? Et donc, vous allez avoir des gens qui ne sont pas directement des innovateurs, mais qui vont profiter évidemment des rentes de l'innovation, d'accord? Et donc, eux, c'est ça qu'ils regardent. Ils regardent les professions qui sont adossées, mais évidemment, ils vont attirer les bons docteurs. Ils ne vont pas attirer, plutôt que de choisir entre deux docteurs moyens, ils vont prendre un très bon médecin ou un très bon agent immobilier, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, ils ont une régression, vous embêtez pas avec ça, ils régressent une mesure d'inégalité
si vous voulez, par exemple, là c'est parmi les CEO, les PDG d'entreprise, mais ça pourrait être les innovateurs, et ils régressent sur les inégalités. Donc, non, le haut c'est occupation, donc c'est docteur, etc. Et moins haut, c'est les autres occupations. Donc je regarde comment le lien entre mon occupation et les autres occupations. Et je regarde le lien qu'il y a entre les inégalités chez les autres et les inégalités dans mon occupation. Et ce qu'il regarde, c'est qu'il voit que, eh bien, il y a une corrélation positive et très significative entre l'inégalité de l'occupation à laquelle je suis intéressé et en moyenne et celle des autres occupations. Et alors après, il regarde ça pour des occupations en particulier. Il regarde, alors physician, c'est docteur, hein, là-bas, hein, c'est pas physicien, hein, c'est docteur. Donc voilà, les docteurs, c'est particulièrement important. Ça, c'est des régressions sans causalité, et là, ils ont une stratégie d'identification et donc de causalité. Donc dès qu'on met en évidence la causalité, alors là, le lien est très très fort. Les docteurs, il y a une demande formidable pour des bons docteurs par des gens qui gagnent bien, qui sont bien rémunérés. Et vous voyez que, eh bien, ça va donner, et parce qu'on va tirer les très bons docteurs, et du coup, l'inégalité entre PDG, etc., induit une inégalité dans le salaire des docteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Une autre, c'est l'inégalité, et à nouveau très forte, chez les agents immobiliers. En gros, aux États-Unis, il vous faut un bon docteur et un bon agent immobilier. Moi, je pensais qu'il fallait des bons cuisiniers, des bons pâtissiers, bon, un peu, mais moins quand même. Hein. Voilà. Bon, c'est intéressant. Donc, voilà. Et alors, d'ailleurs, on voit les occupations, en fait. On voit vraiment les occupations. C'est vraiment, il vous faut des médecins et chirurgiens, ça c'est très fort, dentistes, agents immobiliers. Ah ben non, j'avais tort sur les cuisiniers. Non, 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 ils veulent des bons cuistots. Non, non, tout à fait. Vous voyez? Et quand même des gens qui s'occupent des enfants. Et alors le reste, pas tellement. Hein. Le reste, c'est intéressant de voir quelles professions sont plus. J'étais surpris. Moi, j'aurais pensé que financial managers, ça aurait été significatif. Vous voyez, c'est une surprise voilà. Il faut demander à Emous, allez, appelez-le, il sera tellement content. Il vous expliquera pourquoi le financial managers, contrairement à ce que moi j'aurais pensé, ne vient pas significatif. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que si vous voulez, c'est compliqué l'inégalité. Vous avez des innovateurs, et les innovateurs induisent de l'inégalité dans des professions qui ne sont pas directement des professions liées à l'innovation, mais qui s'adossent aux innovateurs ou aux PDG de firmes, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir la structure et quelles professions s'adossent le plus ou s'adossent le moins. Vous voyez, c'est que, voilà, donc c'est intéressant en soi. Sur le temps. Donc voilà, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rentes de situation, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des rentes de situation, il n'y a pas d'innovation. Une partie des rentes de situation est exacerbée par le fait qu'il y a les rentes de l'innovation. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, il y a un autre... j'arrive maintenant aux inégalités interfirmes, d'accord, versus intrafirmes. Et là, je reviens à ce que nous avions vu avant, mais c'est bien, ça fait un peu de révision. Vous savez, dans les classes, on consacre toujours le dernier cours, mais parce qu'il y a un examen, vous n'en avez pas, mais on peut toujours faire des petites révisions pour rafraîchir nos mémoires quand même. Et c'est une manière de revoir certaines choses. Vous vous souvenez très bien qu'il n'y a pas longtemps quand même, je vous ai parlé eh bien, du fait que les firmes plus innovantes payaient mieux que les firmes moins innovantes et que le premium était surtout plus grand pour les gens qui étaient de basse qualification, de faible qualification, à ceux qui étaient de haute qualification. Vous vous souvenez très bien que je vous avais montré ce diagramme. Ça, c'est sur des données britanniques. Maintenant, on est en train de refaire ça sur firmes françaises, où on regarde en horizontal la mesure d'innovation de l'entreprise. Ici, on mesure par l'intensité en recherche-développement. Et on regarde le salaire moyen relatif dans la boîte relativement à la moyenne du marché du travail. Et on voit que plus une firme est innovante, plus elle paye en moyenne des salaires élevés par rapport à la moyenne de toutes les firmes. Vous voyez? Donc, et on avait vu également que c'était vrai, on regardait après par catégorie de qualification. Évidemment, les gens très qualifiés gagnent toujours dans n'importe quelle firme, qu'elle soit innovante ou pas innovante. Les gens plus qualifiés gagnent davantage que les gens moins qualifiés. Mais on a vu que, si vous voulez, les gens moins qualifiés, eh bien, être pas qualifié, travailler dans une firme très innovante, eh bien, on gagne beaucoup plus par rapport à quelqu'un qui n'est pas qualifié dans une firme pas innovante que si on est très qualifié, qu'on travaille dans une firme innovante par rapport à une firme pas innovante. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça? Mais l'important de ça, en lien, c'est que d'abord, si vous voulez, eh bien, l'argument, c'est de dire, effectivement, il y a une grande partie de l'inégalité s'explique par inégalité interfirme, mais cette inégalité interfirme, elle est également liée à l'innovation.
et avec des effets surprenants entre high skill et low skill. Donc c'est plus compliqué que ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, mais il y a, voilà, et c'est lié en partie à l'innovation, ce qui veut dire qu'en partie, les rentes qu'ont eues les firmes qui payent mieux, c'est peut-être en partie les rentes de l'innovation. Vous comprenez? C'est pas entièrement, mais c'est à nouveau l'innovation est là. Vous pouvez pas. L'innovation, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est pas ce que je dis aux autres. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Partout où vous allez, vous la retrouvez, l'innovation. D'accord? Alors, le dynamisme en déclin, vous vous souvenez, il disait, ben, regardez, la preuve que c'est le retour en force des monopoles, c'est qu'il y a un dynamisme en déclin, moins d'entrées, moins de sorties. Alors, là-dessus, si vous voulez, ce que je veux tempérer ça, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas raison sur certains points et qu'il n'y a pas eu des problèmes et que même maintenant aux États-Unis, il n'y a pas des gros problèmes, si vous voulez, le lobbying et la puissance des firmes en place n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui aux États-Unis. Bon, mais ça, on peut en parler. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'ils disent, mais ce n'est pas entièrement ce qu'ils disent, parce que, si vous voulez, là, je regarde, j'avais montré le déclin de l'entrée des firmes et le déclin de la sortie des firmes. Mais vous savez que les firmes, c'est plusieurs établissements. Et là, je regarde en termes d'établissements. Et si vous regardez l'entrée nette, la différence entre l'entrée et la sortie d'établissements sur les 30 dernières années aux États-Unis ou en France, vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation. Vous voyez, je veux dire, il n'y a pas eu de réduction de l'entrée ni d'augmentation. Vous voyez, si on regarde en termes d'établissement, or ce qui est important pour la croissance, c'est la destruction créatrice et c'est surtout les produits. Et les produits sont beaucoup plus identifiés à des établissements qu'à des firmes. Et ce qui compte en fait, c'est de savoir est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui remplacent des anciens produits. Pour la croissance, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y ait des nouveaux produits meilleurs que les anciens qui remplacent les anciens. Mais disons, la correspondance est beaucoup plus facile à faire entre des produits et des établissements qu'entre des produits et des firmes. Parce qu'on le sait, quand les firmes grossissent, eh bien, les firmes, elles tendent à avoir plusieurs établissements. Vous comprenez? Et donc, quand on regarde, effectivement, l'entrée brute de firmes ou l'exit brut de firmes a réduit, mais quand on regarde l'entrée nette d'établissement, elle ne suit pas ni une pente augmentant, appordant. Donc ça, c'est quelque chose qu'eux, ils doivent quand même regarder. D'accord? Et j'avais montré que c'était très lié à la croissance manquante. Et on a vu que la croissance manquante, qui est très liée à la destruction créatrice, elle n'a pas été réduite, elle a augmenté au cours du temps. Donc s'il y avait vraiment eu un vrai dynamisme important pour la croissance qui est décru, on aurait observé une croissance manquante qui décroisse, quoi. Et on ne l'a pas observé, quoi. Et ça, c'est pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour la France. D'accord? Et donc, si vous voulez, et il y a d'autres choses que je vais montrer. Là, c'est là que j'avais mis dans le mauvais sens avant. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ils disent, oui, mais la part des gros a augmenté aux États-Unis. Mais ça ne veut pas forcément dire que le monopole a augmenté. Pourquoi? Parce que vous connaissez la réponse. Parce que vous êtes très bon en économie. Vous avez suivi les cours. Et donc, c'est toutes les erreurs que j'ai pu dire. Mais en tout cas, vous vous souvenez très bien de l'argument. Vous savez très bien pourquoi la taille des firmes augmente plus vite, en plus avec l'âge aux États-Unis qu'ailleurs. C'est non seulement que les très bons ont les moyens de se développer, et donc d'innover, mais également qu'il y a plus de sélection aux États-Unis qu'en France. Donc ceux qui ne sont pas très bons sont écartés. Et c'est pour ça que vous avez cette croissance plus forte. Parce que sinon, vous auriez une persistance des gens moyens qui inhiberait la croissance des autres. Donc vous avez un processus de sélection qui opère mieux. L'investissement opère mieux aux États-Unis et la sélection opère mieux. Mais ça, ce n'est pas des phénomènes de rente de monopole en soi. Vous voyez, c'est des phénomènes au contraire de dynamisme du marché. Donc il faut faire très attention, ce n'est pas parce que vous observez quelques firmes qui sont grosses, ce n'est pas parce que vous observez qu'aux États-Unis, eh bien, la part de l'emploi des plus de 40, des firmes de plus de 40 ans est beaucoup plus grande qu'en France, que vous avez un marché moins concurrentiel aux États-Unis. C'est parce que le processus de sélection et de développement et de croissance des firmes a mieux fonctionné aux États-Unis. Donc ce n'est pas nécessairement en tant que tel une traduction de le monopole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas aux États-Unis du lobbying et des monopoles et des rentes de situation. Mais ça, ça ne suffit pas à dire qu'il y a eu augmentation. Vous voyez? C'est important les arguments en économie. Hein. D'accord? Alors donc j'arrive maintenant au bout de cette première partie. Donc en gros, eh bien conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a eu une certaine argumentation pour dire il y a augmentation des rentes de monopole, la rente a pris le pouvoir. On est d'accord que la rente ricardienne a augmenté. La question est de savoir pourquoi elle a augmenté. Est-ce que c'est dû uniquement à une augmentation de barrières à l'entrée et de pure rente de situation, ou est-ce que ça n'a pas à voir aussi à l'innovation? Et quelle est la part de l'un et la part de l'autre? Et c'est important
de comprendre ça. C'est important à la fois, c'est important parce qu'on veut comprendre ce qui se passe, évidemment. C'est important aussi parce qu'on s'intéresse à cette question, comme je disais, de savoir la baisse séculaire de la croissance de la productivité. Est-ce que c'est vraiment dû à une augmentation du pouvoir de monopole ou pas? Donc ça, c'est une des questions qui est là. Et puis, ça a des implications, évidemment, pour les inégalités et la compréhension des inégalités, mais ça a une implication pour la politique économique. Si vous pensez que c'est uniquement des pouvoirs de monopole, à ce moment-là, vous allez dire ben, je dois taper sur les monopoles directement. Il y a une certaine politique de concurrence. Si vous pensez, et également, je dois taxer à fond tout ce qui est, bon voilà, je dois avoir une fiscalité, je dois taper sur le capital à fond, parce que je pense que toute la concentration des revenus du capital, c'est essentiellement du monopole de situation. Si vous pensez que c'est aussi de l'innovation, vous allez avoir une taxation progressive, mais vous allez prendre en compte le fait qu'une partie des rentes, c'est de la rente d'innovation. Donc, je ne sais pas comment vous le ferez, dans la manière dont vous penserez à votre fiscalité, et également dans la manière dont vous articulerez la politique fiscale et la politique de la concurrence. Et les deux doivent s'articuler. Et je crois que c'est très important, parce qu'il faut de la concurrence. On veut de la redistribution, on veut lutter contre les inégalités excessives, mais on veut en même temps une économie qui génère de l'innovation. L'innovation, vous la générez en ne décourageant pas ceux qui innovent et en ayant le bon degré de concurrence, puisqu'on sait que la concurrence est une force qui stimule l'innovation. Donc, si vous voulez, voilà, donc on en est là un petit peu. Le débat sur la rente en est là pour le moment. Et il faut encore déterminer quelle est la part de la rente de situation et de l'innovation dans la rente, et d'en déduire quelle implication pour la politique fiscale, quelle implication pour la politique de concurrence. Voilà, donc voilà la première partie du cours. Je vous revois dans 5 minutes. Alors je vais vous parler, je vais terminer en vous parlant, c'est toujours lié à la rente, mais c'est lié à la concurrence en fait. Donc je vais vous parler d'échanges commerciaux et d'innovation, d'accord ? Donc, c'est lié à la rente parce que c'est lié à la concurrence. Voilà, donc je vais effacer ici et je vais commencer à vous parler de commerce et d'innovation. Vous voyez un peu comment les domaines évoluent en économie. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, en gros, il y a eu, donc je m'intéresse à commerce et innovation, commerce international et innovation. Et en fait, si vous voulez, il y a eu un peu de littérature dans les, disons depuis 20, enfin, il y a eu d'abord la littérature, ce qu'on appelle les nouvelles théories de la croissance, d'accord. Mais d'abord, il y a eu les nouvelles théories disons qu'il y a eu les deux en parallèle. Mais enfin, les nouvelles théories de la croissance, dont celle que j'ai développée avec mes co-auteurs, la nouvelle théorie de la croissance, ça vous dit, en gros, eh bien, ça a quelque chose à dire sur le lien marché, exportation, marché, plus généralement les marchés, et la croissance de la productivité, parce que ça va agir sur l'innovation, et l'innovation, ça va agir sur la croissance de la productivité. D'accord? Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire, la théorie de la croissance se dit en général, eh bien, la croissance vient de l'innovation, mais l'innovation vient des incitations à innover, et parmi ces incitations à innover, eh bien, la taille du marché compte. Et notamment, les exportations, ça affecte la taille du marché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous croyez dans les nouvelles théories de la croissance, vous savez qu'il y a une relation entre taille du marché, et en particulier les exportations, donc je devrais dire ici taille du marché, et c'est là que j'aurais dû mettre exportation entre parenthèses, c'est beaucoup mieux, et implique innovation, l'incitation à innover, implique croissance de la productivité, et donc la nouvelle productivité. En gros, c'est cette relation-là dont rendent compte les nouvelles théories de la croissance, d'accord?
c'était la croissance schumpeterienne. Je vous l'ai montré, j'ai dit la théorie schumpeterienne, c'est, eh bien, la croissance, c'est de l'innovation à long terme. L'innovation, elle ne tombe pas du ciel, elle est déterminée par eh bien, différents facteurs institutionnels et ce qu'on appelle le business climate, l'environnement, qui détermine votre incitation à innover. En partie, l'environnement, c'est la taille du marché que vous pouvez servir. Et les exportations, c'est un aspect de ça. Quand je peux produire pour le monde entier, ben, c'est sûr que mon incitation à innover n'est pas la même que quand je peux produire juste pour le 5e arrondissement, voilà, qui est mon arrondissement, hein, donc je suis plus grand bien, je suis d'ici, moi, voilà. Donc, d'accord, donc ça, c'est les nouvelles théories de la croissance, mais c'est ce qu'on appelle le New Growth, c'est ce qu'on appelle le New Growth Theory, ok? Donc voilà, New Growth Theory. Mais en parallèle, vous avez les nouvelles théories du commerce international. Les nouvelles théories du commerce international. Et là, c'est ce qu'on appelle le New Trade. Et en fait, l'idée, c'est même pas New Trade, c'est ce qu'on appelle New Trade. Vous voyez? Il y a eu Trade, il y a eu New Trade, et maintenant, il y a New Trade. Voilà. Et notamment, le New Trade est très lié à Marc Mellitz, dont le père s'appelle Jacques Mellitz, qui était en France, enfin qui était longtemps à l'INSEE et dans différents endroits en France. Marc Mellitz, qui était également à Harvard. Vous avez pensé qu'ils sont tous à Harvard, mais vous voyez, je mentionne tous des Harvard, mais ils sont tous français, en fait, vous voyez. Donc, mais c'est pas du tout, il n'y a pas d'obligation d'être français. Mais c'est vrai que beaucoup, voilà, il y avait un peu une mafia française là-bas. Bon, voilà. Donc, et alors le New Trade, c'est intéressant parce que le New Trade, il vous dit que en fait, eh bien, la productivité détermine votre habilité à exporter. Vous voyez, c'est dans l'autre sens qu'il regarde. Il regarde l'effet de il regarde la causalité inverse de la productivité vers de la productivité vers l'exportation. Et en gros, si vous voulez, pour vous dire un peu schématiquement quelle est l'idée, je vais vous la donner en une ligne, mais c'est vraiment passionnant. Et Mellitz, c'est 2003, donc ça date de 14 ans, quoi. Hein, mais ça a complètement révolutionné la théorie du commerce international. Hein, et maintenant, tous les nouveaux modèles de commerce sont basés beaucoup sur Mellitz, en fait. Donc Mellitz et son article, c'est un article notamment de 2003 dans Econometrica. Alors, Econometrica, c'est un journal important, il y a des papiers importants dans Econometrica. Mais en fait, j'aurai une histoire marrante à vous raconter après. Je ne veux pas faire de blagues, je suis filmé, donc il faut que je fasse attention. Bon, voilà, donc, voilà. Non, ça m'est arrivé une fois, vous savez, à Sciences Po, de faire un cours et j'étais filmé, j'ai raconté plein de bêtises. Bon, plus qu'encore que je vous raconte ici. Alors, ça c'est le... Donc, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait Mellitz? Il vous dit, ben voilà, en gros, eh bien, la productivité, il y a des firmes plus ou moins productives. Mais pour exporter, il y a un coût fixe d'exportation. N'importe qui ne peut pas exporter, vous voyez. Il y a l'idée qu'il y a un coût fixe d'exportation. Et ce coût fixe d'exportation, eh bien, ceux qui sont très peu productifs, ils ne vont pas exporter. Pas export. C'est-à-dire qu'à cause de ce coût d'exportation, il y aura un niveau de productivité au-dessous duquel les firmes ne vont pas exporter, parce qu'elles ne peuvent pas s'offrir le coût d'exportation. Et c'est seulement les plus productives. Et typiquement, si on regarde la distribution de taille de firmes, ou de stock de capital de firmes, ou d'emploi de firmes, ou de productivité, en général, c'est à peu près pareil. Les gros, les plus productifs deviennent les plus gros. Ils ne sont peut-être pas initialement les plus gros, mais ils deviennent les plus gros. D'accord ? Donc, et en fait, ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour exporter, il faut être bon. Et c'est pour ça que quand on dit la compétitivité d'un pays, à l'arrivée, qu'est-ce que c'est que la compétitivité? C'est la productivité de vos entreprises. Si vous voulez être plus compétitif, il n'y a pas 36 moyens, il n'y en a que un, c'est d'innover. Si vous n'innovez pas, vous ne devenez pas plus productif. Et si vous n'êtes pas plus productif, vous ne pouvez pas exporter. Et la compétitivité, c'est rien de plus que la productivité. C'est la productivité qui détermine. Et vraiment, la vision nouvelle de cette, maintenant ça a l'air évident, de cette New Trade, c'était de dire la compétitivité d'une économie, c'est la productivité de ses entreprises. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, quelque part, les nouvelles théories de la croissance et les nouvelles théories du commerce creusaient deux tunnels
qui allait, vous voyez, c'est comme si j'allais comme si ici j'ai Folkestone, hein, vous voyez mon accent anglais est super, et là j'ai Calais, Fretin, ou ce que vous voulez, voilà. Et en fait, nous, on creusait un tunnel, eux, ils en creusaient un autre, et on ne se rencontrait pas, quoi. Vous voyez? Et tout d'un coup, on a décidé qu'on allait se parler, parce que, finalement, quand même, c'est quand même très proche, quoi. Et vous regardez la causalité de productivité vers export, nous, on regarde la causalité d'export vers innovation, et on devrait quand même se parler. Et en fait, ce projet de recherche que j'ai démarré avec Marc, qu'il fait au collège avec moi, et on a toute une équipe, elle est née de ce besoin maintenant de dire c'est pas possible, on ne peut pas juste se serrer la main dans le couloir et aller boire un verre ensemble, on doit quand même se parler, et on parle des mêmes choses, mais pas tout à fait de la même manière, et on peut en fait gagner en travaillant ensemble. Voilà. Donc ce projet, et qui va se développer, est né de ce besoin-là de dire eh bien, il y a une bonne raison de se parler. Voilà. Donc voilà. Donc, quelle est maintenant l'idée pour vous? Je veux juste vous montrer ce diagramme. Qu'est-ce que c'est que ce diagramme? Donc, ça, c'est des données françaises. Et ce qui est merveilleux en France, on a accès à des données, on a accès à toutes les données de firmes françaises. On connaît toutes les firmes françaises, on connaît les éléments, on connaît ce qu'il faut connaître sur leur productivité, sur leur, disons, leur compte, quoi, vous voyez? Toutes les données comptables des firmes. Et on connaît leurs exportations, où elles exportent, etc. Et ça, il n'y a aucun autre pays où il y a ça. Et on a pu pour la première fois construire une base de données complètement exhaustive sur les activités d'exportation des firmes, de toutes les firmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je représente ici? Donc, il faut que il est quelle heure? Il est 8 là. Oui, ça va aller. Alors, là, c'est des centiles d'export. Vous voyez, je regarde les firmes, la part des firmes. Donc là, et je regarde les firmes innovantes. Et vous voyez que la chose suivante, donc sur l'axe horizontal, je range les entreprises par des performances d'export. Donc celle-là, c'est celle qui exporte, c'est celle qui exporte très beaucoup. Ça, c'est celle qui exporte peu. Et vous voyez que si je me restreins aux firmes qui exportent beaucoup, elles sont pratiquement toutes innovantes. Vous voyez? Et ce que j'appelle une firme innovante, c'est une firme qui, au moins une fois dans la période qu'on regarde, a un brevet qui est dans le European, dans le PATStat, qui est vraiment la base mondiale de brevets, d'accord? Donc, si vous voulez, si je regarde les gros exportateurs, ils sont ici. Monsieur Mélis disait c'est les plus productifs, mais c'est aussi ceux qui innovent. Et ce qui est normal d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont plus productifs, parce qu'ils innovent en fait. Donc, c'est intéressant. Il y a un lien entre l'exportation et l'innovation, d'accord, qu'on veut essayer de comprendre. Alors, on va essayer de qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, ça, c'est juste pour motiver, d'accord? Et alors, on veut savoir si cette relation reflète simplement une corrélation ou également un effet causal de l'exportation vers l'innovation. Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui beaucoup à ce lien-là de l'exportation vers l'innovation. Donc, c'est ça le lien qui va m'intéresser. Vous voyez, c'est ça que... Mais maintenant, j'ai réussi, pour que Mélis s'intéresse à la croissance, j'ai compris que la meilleure manière, c'était d'écrire un papier avec lui, quoi. Et de dire, maintenant, tu es obligé de travailler puisque tu vas faire te mettre ton nom sur un papier, quoi. Donc, tu dois quand même regarder. Donc, voilà, c'est ce lien-là de l'exportation vers l'innovation qu'on veut comprendre. Et on veut voir, est-ce qu'il y a vraiment un lien de l'un vers l'autre? Et s'il y a un tel lien, qu'est-ce qui sous-tend ce lien-là? Donc, je vais faire à nouveau une enquête, vous voyez, comme on a fait avant, d'accord? Donc, on va mélanger des données de firmes, des données, si tu veux, 3 bases de données. Une base de données qui vous donne, c'est la base, en gros, Sirène, mais ça a plusieurs noms, qui vous donne toutes les données comptables sur les firmes. Une autre base qui vous donne les brevets, donc on sait si les firmes brevettent ou pas. Et puis l'autre, ça vous donne c'est la base, c'est les douanes, et on a des données de douane qui sont exhaustives, et on sait pour chaque firme toutes les destinations et de combien elles exportent où. Et donc on a tout, quoi. Et on peut regarder eh bien, les firmes, voilà, et comment les firmes exportent. Et donc, on va regarder comment l'expansion des marchés d'exportation affecte la quantité et la qualité des brevets, d'accord? Et je vais construire, et évidemment, tout le problème, c'est d'avoir une causalité, parce que vous pouvez toujours me dire, si vous avez une corrélation entre l'exportation et l'innovation, peut-être que c'est une causalité inverse de l'innovation vers l'exportation. Donc, je vais devoir trouver un instrument, je vais devoir trouver une variable d'exportation qui est exogène à la firme, qui est son marché potentiel d'exportation. Et c'est ça que je vais utiliser. D'accord? Donc, je vais montrer en fait que, eh bien, effectivement, quand il y a
une expansion des marchés d'exportation. Les firmes, eh bien, elles innovent plus. Deuxième, donc le commerce international, c'est important pour l'innovation. Si vous entendez des gens qui prônent le protectionnisme, ça veut dire qu'ils sont contre l'innovation. Ils vont vous inhiber l'innovation, d'accord? Et deuxièmement, mais on va montrer que ceux qui s'en sortent bien, c'est les firmes qui sont déjà productives, parce qu'elles sont très bien dans la concurrence, parce qu'il y a également un effet concurrence. Et ce que je vais montrer, c'est qu'il y a deux types d'effets qui sous-tendent, si vous voulez, la causalité de export vers innovation. Le premier effet, c'est un effet de taille de marché, et l'autre, c'est un effet de concurrence. Et on va voir que ça va dans les deux sens, dans des sens opposés. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux effets que je vais mettre en valeur. Il y a un effet de taille de marché, en anglais market size effect, effet de taille de marché. Et le deuxième effet, c'est un effet de concurrence. Et en fait, ce qui va se passer, et ça c'est assez nouveau, c'est-à-dire que quand il y a les marchés d'exportation qui augmentent, d'abord vous vous dites, je vais innover plus parce que j'ai plus de rente, j'ai plus de gens à servir, donc ça c'est plutôt bien. Mais comme il va y avoir un marché d'export qui augmente, il va y avoir d'autres firmes qui vont dire la même chose. Et donc la concurrence va augmenter. Et ça, la concurrence, on ne sait pas tellement quels effets ça a, mais si vous avez suivi mes cours précédents, vous savez que la concurrence, ça tend à stimuler l'innovation dans des firmes frontières, mais ça tend à la décourager dans des firmes moins frontières. Et c'est exactement ce qu'on va voir. On va voir que l'effet de concurrence décourage et en fait va plus que compenser l'effet taille de marché pour les firmes les moins performantes. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous regardez les firmes françaises, vous avez les plus performantes, les moins performantes maintenant, les plus productives, les moins productives. Celles qui sont déjà très productives dans leur secteur, eh bien, l'ouverture à des nouveaux marchés, l'effet total va être positif et très positif, tandis que quand vous avez des firmes qui sont dans leur secteur plutôt à la traîne, l'effet total de l'ouverture du marché, ça va être un effet négatif. Donc ça va augmenter les inégalités interfirmes, voyez ? Et ça, c'est évidemment un argument qu'utilisent certains pour dire, alors limitons l'ouverture au commerce international. L'autre, c'est de dire, mais non, attaquez-vous directement aux inégalités et traitez les inégalités, mais n'empêchez pas, au nom de ça, la nécessaire ouverture au marché international. Vous voyez un peu comment D'accord ? Alors, je vais tout de suite vous montrer des choses, je vais tout de suite vous montrer les données empiriques. Alors, je passe tout ça. Alors, je regarde tout de suite. Voilà. Alors, les sources de données. D'abord, il y a les données de brevets. C'est PatStat, d'accord, qui contient de l'information détaillée sur les brevets, disons les candidatures aux brevets, d'accord, et le pays de résidence de l'inventeur et les citations, parce qu'on peut dire, mais oui, mais il y a peut-être des brevets qui valent rien. Donc, je veux m'assurer que ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, je vais regarder les brevets qui sont cités, évidemment, pas les brevets qui valent rien du tout, d'accord. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup de brevets, et il y a des brevets très bons et des brevets moins bons. Puis il y a des gens qui sont plus, nous on est plus modestes, nous en général on tend à montrer nos bons brevets. En Chine il y a plein de brevets, mais peut dire beaucoup de brevets chinois ne valent rien du tout. Et donc il faut dire, voilà, il y en a certains qui valent beaucoup, et il y a des séries de métriques pour classer les brevets. Alors la deuxième source de données, c'est ce que je disais, c'était eh bien l'information sur les entreprises, combien les ventes, leurs exports, le nombre d'employés, etc. Donc ça c'est le Ficussphere Data. Et puis les données d'export. Et là, on sait pour chaque entreprise les destinations d'exportation et combien ils exportent. Et tout ça, c'est pour toute la période 94-2012, d'accord? Donc voilà, donc je ne vais pas vous embêter comment je fais ça. Je vais d'abord vous montrer quelque chose d'intéressant, c'est la concentration. C'est-à-dire que si je regarde, là, c'est ce qu'on appelle des courbes, c'est des courbes de Lorentz, mais ne vous embêtez pas avec ce jargon. Je regarde, si vous voulez, ça veut dire, je regarde en termes de brevets. Et ben, ça veut dire que ici, les firmes qui brevettent le plus, eh bien, c'est très concentré, les brevets. C'est ça que ça veut dire. Les firmes qui brevettent le plus, je mets d'abord les firmes qui brevettent le plus, et celles qui brevettent un peu moins, et un peu moins, et un peu moins. Donc au début, je mets celles qui brevettent le plus, donc ça fait augmenter les brevets beaucoup. Et puis après, je mets celles qui brevettent un peu moins, et un peu moins, et un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Et les brevets, c'est très concentré. Tandis que, par exemple, les ventes ou l'emploi, c'est moins concentré. C'est intéressant. Pour vous donner un exemple, en 2007, eh bien, le top 1% en matière d'exportation, c'est 67% des exportations totales. Vous voyez, si je prenais le top 1% des firmes en termes d'export plus, de celles qui exportent le plus, le top 1%, c'est 67. Mais si je regarde les brevets, le top 1%, c'est 91%.
Donc, vous voyez, c'est très concentré. Le brevet est très concentré. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui exportent que de gens qui... Vous voyez, les exportations, c'est quelque chose de moins concentré que les brevets. Les brevets, c'est très peu qui brevettent beaucoup. D'accord? Donc, ça, c'est simplement pour savoir ça. D'accord? Ensuite, je regarde cette figure-là. Et cette figure-là, elle est très intéressante. C'est ce qu'on appelle de la statistique descriptive. Je ne fais aucune régression, je vous montre simplement des chiffres, mais qui déjà suggèrent des choses intéressantes. D'abord, la première chose que je regarde, c'est que les innovateurs, c'est surtout parmi les exporteurs. Vous voyez, regardez, voilà les innovateurs non-export et le nombre de firmes qui innovent. Alors, innovateur, j'appelle innovateur une firme qui a un brevet dans PatStat au moins une fois pendant la période 94-2012. Et j'appelle exporteur quelqu'un qu'on voit à exporter au moins une fois pendant cette période. Et si vous voyez, eh bien, il y a beaucoup plus d'innovateurs parmi les exportateurs. C'est intéressant. Alors, ça ne veut rien dire en termes de causalité, mais ça va dans le sens qu'on veut. Il y a quand même une corrélation. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup plus, voilà le nombre d'innovateurs parmi les exportateurs, il y en a beaucoup moins parmi les non-exportateurs. La deuxième chose que je veux vous faire remarquer sur ce diagramme, c'est que si vous vous restreignez aux firmes qui n'exportent pas, vous voyez les moins efficaces chez Belitz, eh bien, en termes de innovateurs, non-innovateurs, eh bien, la taille des firmes entre innovateurs et non-innovateurs ou le volume des ventes, ce n'est pas très différent. Tandis que si vous vous restreignez aux exportateurs, les innovateurs parmi les exportateurs sont beaucoup plus gros en termes de ventes, beaucoup plus gros en termes d'emploi, beaucoup plus gros en termes de valeur ajoutée, beaucoup plus gros en termes d'export et beaucoup plus grand en termes de nombre de pays d'exportation. C'est-à-dire que si je me restreins aux firmes qui exportent, eh bien, au sein de ceux qui exportent, les innovateurs sont beaucoup plus importants. C'est intéressant. Donc l'innovation vous permet, vous voyez, ça va dans le sens, quand je reliais quand même à mon débat sur les rentes, et innover, ça vous fait que vous êtes beaucoup plus gros que les autres, quoi. D'accord? Reliez ça à ma discussion précédente. Hein? D'accord? Je peux regarder en termes de premium, je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que c'est la même chose qui est montrée. Et maintenant, je vais regarder, je ne vais pas vous embêter en termes je vais simplement dire que je construis un choc. Ne vous embêtez pas avec l'équation qui est là, mais c'est simplement, je construis la demande d'export potentiel. Ce que je fais, c'est que je dis, voilà, il y a la taille du pays. En gros, ça peut être le PIB de la Chine à ce moment-là, ou ça peut être le volume des imports en Chine venant des autres pays que la France. Je veux quelque chose d'indépendant de moi, pour que ça soit exogène. Donc je regarde la taille potentielle du marché que je peux servir. Et je fais ça pour tous les marchés, pour tous les produits dans tous les pays. Et ensuite, je mets des poids en fonction de à quel point j'étais exposé à ces pays à la période initiale. Donc je construis une variable agrégée de ma capacité à profiter de l'expansion des marchés d'exportation. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, disons que je n'exporte qu'en Chine, et bien à ce moment-là, je regarde le PIB de la Chine, ou je regarde combien les autres importent en Chine. Vous voyez, des différentes mesures qui me donnent la taille de la Chine. Mais en fait, je ne suis pas qu'en Chine, je suis dans plein de pays. Donc je dois mettre des poids, et je mets les poids en fonction de combien la firme était exposée à tel pays initialement, au début de la période que je regarde. Vous voyez comment je fais? Vous comprenez? Si je n'avais qu'un pays, je regarderais juste la taille du pays. Mais je dois regarder la taille de tous les pays et mettre des poids. Et les poids que je mets, c'est à quel point la firme était plus exposée ou moins exposée à ces pays-là au début de la période que je regarde. Et c'est ça la variable. Le reste, n'avez regardé aucune équation, c'est ce que je vous dis. D'accord? Voilà. Et je regarde l'effet, eh bien, je régresse, eh bien, le nombre de brevets dans la Nantais sur cette variable et l'interaction de cette variable avec si je suis très productif ou pas. C'est-à-dire que ce que je veux montrer, c'est que si, eh bien, je suis peu productif, c'est-à-dire je suis dans le petit décile DF et dans le petit décile dans mon secteur, eh bien, l'effet total va être négatif, tandis que si je suis très productif dans mon secteur, l'effet de la variable d'exportation sur mon innovation va être positif. C'est ça que je veux montrer. Et vous voyez, ce que je montre là, c'est exactement ça. Si vous avez le décile égal à 0, eh bien, vous êtes juste sur cette ligne-là et vous voyez que des négatifs. L'effet est négatif. Vous voyez? Là, c'est l'impact du marché d'exportation sur les brevets. Là, c'est sur les brevets triadiques, ne vous embêtez pas. Mais par contre, si je suis au décile le plus élevé, eh bien, vous allez dire, par exemple, le décile numéro 9, vous allez dire c'est moins 3,2 plus 9 fois 0,09. Eh bien, le total va être très positif. Vous comprenez? Donc, on voit quand on est loin de la frontière, la concurrence vous tape dessus. Mais quand on est près de la frontière, l'exportation, c'est bien. Vous voyez? Donc l'exportation, c'est intéressant en termes même des rentes que j'ai regardées.
vous augmentez la concurrence via vous augmentez l'exportation, qu'est-ce qui va se passer? Si c'était uniquement de l'effet taille de marché, tout le monde profiterait. Mais comme on voit que les firmes les moins productives, elles sont heurtées par la force, c'est qu'il y a forcément un autre effet, qui est l'effet de concurrence. Et l'effet de concurrence, il est sympa avec les firmes productives, mais il est très dur avec les firmes pas productives. Donc c'est intéressant par rapport à la rente et à la concentration. Qu'est-ce qui se passe dans ce papier? Quand j'augmente l'exportation, j'augmente la concurrence, mais parce que j'augmente la concurrence, je vais augmenter la concentration. Les firmes les plus performantes, elles vont profiter à mort, elles vont innover beaucoup plus, et les autres moins. Et donc évidemment, en termes de markup, de rente et tout, elles vont augmenter leur rente. Vous comprenez comment je relie au papier précédent? Et pourtant, tout ça, je n'ai fait qu'augmenter la concurrence. Vous voyez? D'accord? Donc après, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'accord? Tout le reste, je déroule le tapis. Donc là, je regarde la mesure. Là, on peut me dire, mais c'est tous les brevets, peut-être il y a des brevets qui valent rien. Alors on regarde ce qu'on appelle les brevets triadiques. Les brevets triadiques, c'est des brevets qui sont tellement bons qu'ils sont répertoriés à l'Office européen, l'Office US et l'Office japonais. Et ça, c'est les super brevets. Et vous voyez que si je me restreins aux brevets triadiques, j'ai le même résultat. Les prior, c'est les premiers brevets. Vous savez, il y a des familles de brevets. Et on regarde juste le premier de la famille. Comme ça, on peut dire les autres, je ne les compte pas. Mais si je me restreins aux brevets prior, j'ai le même résultat. Ou bien les familles de brevets. C'est-à-dire que je dis, si plusieurs brevets sont dans la même famille, je ne compterai qu'un brevet. Si tu as fait 10 papiers sur la même chose, je ne compterai qu'un papier que tu as fait, mais le résultat est le même. Donc voilà. Et là, je regarde en fonction du décile, c'est-à-dire je suis très libre dans ma... On voit que les déciles inférieurs, eh bien, l'effet est négatif, et les déciles supérieurs, l'effet est positif. On le regarde décile, au lieu de régresser, de faire une seule régression, je fais une régression par décile. Et vous voyez les résultats, les déciles en bas, ils sont heurtés au total par l'expansion des exports, tandis que les déciles d'en haut sont favorisés par l'augmentation des exports. Vous voyez ça très clairement, hein? Les déciles supérieurs, c'est cela, les déciles inférieurs, c'est cela. D'accord? Et alors, en plus, après, on peut dire, pour montrer encore plus que c'est la concurrence, mais déjà, ce que je vous ai montré montre qu'il y a un effet de concurrence, parce que s'il n'y avait qu'un effet de taille, la taille augmente pour tout le monde, et donc on ne devrait pas observer que les firmes qui sont loin de leurs frontières technologiques, au décile 0 ou décile 1, réagissent négativement, leur innovation réagit négativement à l'augmentation des exports, du marché d'export. Mais comme on sait que c'est négatif, on sait déjà qu'il y a un effet de concurrence. Mais là, je peux le regarder encore plus, je peux me restreindre aux destinations qui sont elles-mêmes concurrentielles. Vous savez, il y a des mesures, par exemple, on sait qu'il y a des marchés très dynamiques où l'entrée est très facile. Il y a des marchés où l'entrée est beaucoup plus dure. D'accord? Il y a des mesures de la Banque mondiale, d'un monsieur qui s'appelle Jankov, qui a été ministre des Finances bulgare, mais qui avait dirigé une étude avec d'autres gens, montrant qu'il y a des pays... Vous savez combien de jours ça prend pour créer une entreprise? Et donc, il avait construit un indice dans les pays où c'était très facile de créer une entreprise. On disait que c'est un pays où il y a de la concurrence. Un pays où c'est très dur de créer une entreprise, c'est un pays où il y a peu de concurrence. Eh bien, je vois que surtout, l'effet que j'avais dit, l'effet de très dramatique, non négatif pour les firmes loin de la frontière, mais très positif pour les firmes proches de la frontière, c'est surtout, si vous voulez, dans les high competition. Vous voyez, si je me restreins aux destinations où il y a beaucoup de concurrence, où c'est très facile de créer des nouvelles entreprises. Vous voyez, c'est vraiment là que ça joue. Donc ça confirme que j'ai l'effet concurrence. Vous voyez comment ça va? C'est-à-dire, je me restreins, dans un cas, je me restreins uniquement aux destinations qui ont peu de concurrence. Et là, on voit que mon effet est très faible. Et si je me restreins aux destinations qui sont très concurrentielles, l'effet dont j'ai parlé tout à l'heure est très très fort. Vous voyez? Voilà. Alors après, on contrôle pour plein de choses. On pourrait dire oui, mais il se pourrait que les déciles supérieurs et les déciles inférieurs eh bien, aient des caractéristiques en elles-mêmes et que c'est indépendant de l'exportation. On contrôle pour ça. Il se pourrait que ce soit la taille de la firme. On contrôle pour ça. Il se pourrait que ce soit... Je peux être un leader, donc quand même, quand je suis un leader, on ne peut pas vraiment dire que c'est exogène la taille des exportations parce que comme je suis un leader, je fais le marché. Alors j'enlève tous les marchés où je représente plus de 10% du marché. Ça marche toujours. Je fais ça en différence à long terme parce que je peux penser que l'innovation est quand même quelque chose d'un peu aléatoire et je fais ça sur des différences de très long terme et je vois que ça marche toujours. Vous voyez, j'ai toujours le terme positif ici et négatif là.
Donc, si vous voulez, voilà. Et puis, je peux regarder d'autres choses. J'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai regardé comment l'innovation réagit. Mais vous pouvez dire, mais écoutez, vous êtes obsédé par les brevets, mon cher monsieur. Mais il n'y a pas que les brevets. Alors, regardez l'emploi. Eh bien, c'est vrai, l'emploi, c'est la même chose. L'emploi réagit similairement. L'effet, au total, l'emploi, c'est négatif pour les bas déciles et positif pour les déciles élevés. Les ventes, c'est pareil. Et donc, si vous voulez, il y a d'autres variables qui réagissent de la même manière. Mais évidemment, moi, ma variable qui m'intéresse, c'est l'innovation, parce que l'innovation, c'est ce qui fait la productivité de demain et les rentes de demain. Et voilà, donc si vous voulez, c'était un peu ça que j'ai voulu regarder. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est intéressant parce que ça montre qu'il y a vraiment un effet du commerce international et l'effet est assez subtil parce qu'il joue. Il y a évidemment l'effet auquel tout le monde pense, qui est l'effet de taille de marché, en disant tu as une plus grosse taille, donc tu vas innover plus pour servir un marché plus gros. Mais en même temps, quand la taille augmente, la concurrence augmente. Il y a une concurrence induite et celle-là aussi, il faut la prendre en compte. Et quand je prends en compte la concurrence induite, eh bien, l'effet est très différent au total, selon que je suis une firme très proche de la frontière technologique ou que je suis loin de la frontière technologique. Donc, typiquement, eh bien, faciliter les exportations ou avoir un accroissement de marché d'exportation, ça va avoir au total un effet positif sur l'innovation, mais en effet, un effet inégalisant. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà très bons vont profiter beaucoup. Les firmes qui sont loin vont souffrir plus. Et donc, vous allez avoir une polarisation plus grande des rentes. Mais c'est des rentes, évidemment, liées à l'innovation qui sont concernées là. Et là, j'ai parlé de concurrence et d'innovation. Je n'ai pas parlé de barrières à l'entrée. Voilà, donc, et c'est surtout, la polarisation a lieu d'autant plus dans les destinations qui ont beaucoup où c'est facile de créer des produits. Vous voyez, c'est surtout à cause des destinations où c'est facile de créer une nouvelle entreprise. Vous voyez, donc ça relie au débat du début, c'est-à-dire à nouveau, la concentration, ça peut être le résultat d'équilibre, de circonstances qui ont en fait stimulé la concurrence. Voilà. Et alors après qu'est-ce qu'il faut penser? Ben, effectivement, vous me direz, mais alors puisque c'est inégalisant d'avoir plus de commerce international, est-ce qu'il faut empêcher le commerce international? Et moi je dis non, il faut un système où on corrige les effets des inégalités, et donc voilà, un système social qui accommode ces conséquences. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale du bain, il faut dire je reconnais le commerce international, c'est important, mais je me dote d'un système social qui permet de traiter l'inégalité, qui permet de faire que les individus ne soient pas affectés par ça, et c'est un peu ce que certains pays ont mieux réussi à faire que d'autres, et je crois que le grand défi, c'est de mettre en place des systèmes sociaux de ce genre pour pouvoir justement affronter la concurrence internationale plutôt que de se replier, parce que le repli, en fait, si vous voulez, ça conduit à innover moins, à moins de progrès. Et donc voilà, mais il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut quand on fait l'un, faire l'autre, il faut agir, il faut des mesures incitatives, il faut en même temps des politiques de concurrence, mais il faut en même temps des politiques qui protègent socialement et qui font que voilà, les gens perdent leur emploi, eh bien il y a une formation, ils sont reconvertis, qu'il y ait des systèmes sociaux qui accommodent. Et effectivement, les pays de l'Europe du Nord sont des pays, tout n'a pas été bon, chaque pays a eu ses défauts, a fait des réformes qu'il a réussi ou raté, mais c'est vrai que c'est des pays qui ont réussi très bien à réconcilier cette degré d'ouverture, l'innovation et en même temps la formation et la protection sociale. Et je crois que ça montre le chemin et je pense que là, il y a en tout cas toute une série de recherches à faire pour voir quel mix de politique eh bien, il faut mettre en œuvre. Voilà, je crois que là, j'ai terminé en fait une demi-heure avant. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vous ai déjà donné beaucoup de choses. Voilà, écoutez, je vous remercie pour être venu à ce cours. Merci bien.